Merci, monsieur le directeur. Mesdames, messieurs, alors d'abord peut-être monsieur le procureur général, puisque nous avons le plaisir de vous avoir parmi nous. Mesdames, messieurs les procureurs, mesdames, messieurs les magistrats référents, je tenais à être au-devant de vous ce matin pour ce regroupement des magistrats référents dont il m'a été indiqué qu'il n'avait pas eu lieu depuis plusieurs années. Ces magistrats référents, vous qui faites un travail important avec les délégués spécialisés du procureur que vous avez à vos côtés, dans le cadre de ces pôles anti-formation qui ont été créés par la circulaire de juillet 2007. La circulaire de 2009, d'ailleurs, a élargi... Vous m'entendez ? J'ai touché à quelque chose. La circulaire de 2009 a élargi votre champ de compétences. Nous sommes dans une période qui ne concerne pas que la France, mais qui concerne aussi la France, où les tensions sont très fortes. Elles sont aggravées par une situation matérielle, une situation économique plus difficile, avec assez peu de perspectives, donc qui alimentent des inquiétudes, des angoisses qui sont légitimes pour certaines d'entre elles, légitimes dans la mesure où la dégradation générale de la situation économique donne corps à la peur du déclassement social, parce que ce déclassement social est une réalité pour nombre de nos concitoyens. Cette situation générale favorise les tensions. Nous le savons, c'est un enseignement de l'histoire, aussi bien de l'histoire de France que de l'histoire de l'Europe et de l'histoire du monde. Dans les périodes de forte fragilité économique, les tensions sont plus fortes parce qu'il y a la tentation quand même de rechercher des solutions simples, des explications simples, des boucs émissaires à une situation générale difficile. Nous avons évidemment, au niveau de la responsabilité politique, le devoir d'apporter des réponses et des solutions à cette situation économique difficile, mais nous devons aussi lutter contre les effets et la manifestation de certaines de ces inquiétudes, de certaines de ces facilités qui consistent effectivement à rechercher des boucs émissaires ou à céder au rejet de l'autre, au refus de vivre ensemble. C'est ce que manifestent les discriminations et le fait que parfois, dans ces périodes-là, souvent même dans ces périodes-là, on voit à quel point elles se développent. Ces discriminations prennent des formes différentes parce qu'elles sont dirigées vers des personnes pour des raisons diverses. En tout état de cause, nous avons le devoir, et c'est ce que vous faites en premier chef, à la place que vous occupez, nous avons le devoir de lutter fermement contre les manifestations individuelles de ces refus, de ces discriminations, de ces rejets de l'autre, mais parce que c'est une condition pour empêcher que cela s'installe dans une espèce de dynamique collective, dans une habitude, dans une acceptation générale de ces pratiques, de ces comportements, de ces propos de rejet de l'autre. C'est donc un regroupement qui revêt à mes yeux une importance considérable et je suis très très sensible au fait que vous soyez aussi nombreux à y participer ce matin et pour la plupart d'entre vous à participer à la session de formation que j'ai demandé à l'ENM, à l'École nationale de la magistrature, de prévoir et session de formation qui est inscrite déjà ou qui va l'être dans le catalogue de formation de l'école, parce qu'il est important d'abord de resensibiliser sur de vieilles pratiques de rejet, mais aussi d'identifier les formes nouvelles que peuvent prendre ces pratiques de rejet. Cette action que vous menez dans les pôles antidiscrimination, je sais, est répartie sur l'ensemble du territoire, puisque j'ai fait vérifier dès le mois de janvier 2013 que tous nos tribunaux de grande instance accueillaient bien un pôle antidiscrimination avec un magistrat référent et un délégué du procureur spécialisé. Je sais donc que cette action se conduit. En même temps, nous voyons les chiffres et nous voyons le taux de réponse pénale. Le taux de réponse pénale n'atteint pas 30%. Nous savons bien que les principales raisons de classement des taux de réponse pénale, je parle des actes racistes et antisémites, avant de passer aux discriminations liées à l'orientation sexuelle. Le taux de réponse pénale, les raisons de classement sont liées à la difficulté d'identifier l'auteur, très souvent, parfois aussi au désistement du plaignant et à des impossibilités de poursuite en droit. Il demeure que nous devons faire en sorte, et c'est une des missions des pôles antidiscrimination,
et des choses que vous faites, à travers notamment la cellule de veille, faire en sorte de faciliter l'émergence de plaintes, puisque nous savons bien que sur toutes les formes de discrimination et de rejet, il y a une difficulté pour de nombreux plaignants, en tout cas de nombreuses victimes, à s'adresser soit à la police ou à la gendarmerie ou directement à nos parquets. Donc nous devons travailler à informer, à sensibiliser de façon à ce que nous facilitions la démarche qui consiste à dénoncer des actes ou des propos subis au titre de la discrimination, du racisme, de l'antisémitisme ou de la xénophobie. J'ai moi-même, assez vite, après ma prise de fonction, c'était le 27 juin 2012, je vous ai adressé une circulaire pour vous dire comment j'entendais reprovoquer, en tout cas stimuler la mobilisation dans la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Dans cette circulaire, je vous demandais de veiller à donner des informations utiles aux enquêteurs, et nous savons que l'École nationale de la magistrature va accueillir des avocats, mais aussi des policiers, des gendarmes, parce que dès le début de la procédure, il est important que le recueil de la plainte soit effectué de façon à sécuriser la procédure. Donc, je vous demandais dans cette circulaire de donner toutes instructions utiles aux enquêteurs de façon à ce que ces procédures soient sécurisées et qu'elles puissent aboutir de façon satisfaisante. Je vous demandais également d'accorder une attention particulière aux victimes, ce que je sais que vous faites, mais je ne me contentais pas de vous demander d'apporter une attention particulière. J'essaie d'en donner les moyens, puisque j'ai décidé que sur l'année 2013, nous devrions faire en sorte d'ouvrir un bureau d'aide aux victimes dans tous nos tribunaux de grande instance. Il y en avait une cinquantaine lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités l'année dernière. Nous en avons déjà ouvert plus d'une cinquantaine. Je demande à l'inspection judiciaire d'accompagner cette mise en place de bureaux d'aide aux victimes. Je ne veux pas faire du chiffre, je ne veux pas simplement tenir mon engagement de faire en sorte que dans l'année 2013, tous nos tribunaux soient équipés, en tout cas accueillent un bureau d'aide aux victimes. Je veux m'assurer que ces bureaux sont opérationnels. Je sais qu'en général, ils le sont grâce aux acteurs de terrain, c'est-à-dire grâce aux magistrats, grâce aux avocats, grâce aux associations. Il n'empêche que cette création un peu massive dans l'année me paraît appeler un minimum de précaution, et c'est pour ça que je souhaite cet accompagnement dans l'installation de ces bureaux d'aide aux victimes. Je vous demandais également, lorsque les infractions commises provoquaient un trouble dans le ressort où ils ont été commis, de ne pas hésiter à en informer les élus, de travailler bien entendu avec les associations, de les informer qu'elles peuvent se constituer partie civile, de rappeler aussi d'ailleurs aux enquêteurs que conformément à l'article 48.6 de la loi du 29 juillet 1881 consolidée, que les plaintes peuvent être enregistrées sans constitution de partie civile. De travailler également avec les représentants des instances confessionnelles, parce que souvent elles sont des relais efficaces et des relais déjà fortement mobilisés contre ces actes racistes et antisémites. J'ai demandé par ailleurs que l'on nous fasse remonter les bonnes pratiques. Alors nous en avons quelques-unes qui méritent d'être citées, mais je suis sûre qu'il y en a d'autres. Il est important qu'elles remontent de façon à ce qu'elles soient remises à votre disposition par une démarche de mutualisation qui permettra d'interroger ces pratiques, de les améliorer et de les diffuser. Il m'en a été remonté quelques-unes que je veux partager avec vous très très rapidement. Par exemple, le parquet d'Ajaccio qui a mis en place un support pédagogique à destination du grand public et qui a mis en place des outils de signalement qui servent aux administrations publiques et au secteur privé. On m'a signalé également ce que fait Albertville, qui a organisé des équipes d'enquête qui procèdent à des opérations de testing dans le cadre des locations saisonnières qui sont faites dans cette ville. Et le grand public en est informé par la presse locale lorsque ces opérations de testing sont effectuées. À Arras également, il y a des pratiques tout à fait intéressantes et innovantes. Là, c'est la protection judiciaire de la jeunesse qui organise 3 fois par an
une session d'une journée dans le cadre, en plus de son programme éducatif, et qui permet de travailler sur un support audiovisuel. Et ces 3 sessions se concluent par une visite du mur des fusillés d'Arras ou une visite du cimetière de Notre-Dame de Lorette. À Grenoble, c'est le défenseur des droits qui accomplit des permanences, des demi-journées de permanence au palais de justice. Et puis à Bourg-en-Bresse aussi, il y a une initiative intéressante. Il s'agit de stages de formation sur la base évidemment des décisions de justice, de stages de formation d'un coût de 100 € par personne mise en cause. Et c'est une formation qui permet de sensibiliser à ces questions de différence. Nous sommes toujours dans la pratique qui a été mise en place dans le cadre de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Et donc ces différences, accepter ces différences. Et à Bourg-en-Bresse, il conclut dans le même esprit qu'à Arras, il conclut avec une visite de la maison des enfants d'Isieux. Par ailleurs, il y a des journées de travail de 7 heures, de travail non rémunéré, qui sont effectuées au profit d'associations telles qu'Emmaüs ou la Croix-Rouge. Voilà donc quelques exemples de ce qui m'est remonté. Je suis sûre qu'il y en a d'autres. Par réflexion sur votre ressort, les caractéristiques de votre ressort, vous imaginez ce qui peut être fait en partenariat avec les associations et les élus locaux. Et je crois vraiment intéressant que vous fassiez savoir ce que vous faites. En dehors, en plus de la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie, il y a donc la nécessité de cette lutte contre l'homophobie. Le gouvernement a adopté en octobre 2012 un programme de lutte contre l'homophobie. La directrice des affaires criminelles et des grâces va vous présenter tout à l'heure le contenu de la circulaire que nous allons diffuser dans les tout prochains jours. J'ai souhaité la travailler davantage. Nous avions prévu de la diffuser début juin. J'ai souhaité la travailler davantage. Donc la directrice vous en présentera les grandes lignes. Nous n'avons pas une mesure exacte non plus des actes de discrimination homophobe. Nous n'avons pas de mesure exacte. Nous avons quelques chiffres qui sont issus du casier judiciaire national. Il y avait 31 infractions ayant donné lieu à condamnation en 2009, 43 en 2012, en sachant que la remontée du casier n'est pas complète, mais en tout état de cause, nous n'aurons pas un doublement en 2012. Or, nous avons bien vu les événements récents et nous savons que les discriminations homophobes sont encore vives dans la société, qu'une circonstance peut les faire ressurgir massivement et par conséquent, il est peu probable que, comme pour le harcèlement sexuel, nous avions été confrontés à la même réalité, des chiffres très faibles, alors que l'on a à la fois empiriquement et un peu statistiquement, parce qu'il y a des études, même si elles sont parfois anciennes, mais aussi intuitivement, on a bien une mesure plus grande de ces faits dans la société et un très faible taux de plaintes et de condamnations. Il nous faut là aussi faire émerger les plaintes, faire savoir que ce sont des actes punis par la loi, des actes et des propos punis par la loi, et inciter les victimes à porter plainte. Mais il nous faut travailler aussi sur la façon d'identifier à la fois ces plaintes et ces condamnations, parce que, par exemple, l'homophobie consistant en une circonstance aggravante, ces circonstances aggravantes n'apparaissent pas forcément, en tout cas n'apparaissent pas dans la statistique. Donc, même si les condamnations sont plus nombreuses, il est difficile de les mesurer. Donc, nous travaillons, j'ai demandé au service de travailler sur ce point. En plus de ce que vous dira la directrice tout à l'heure sur la circulaire, je vais m'arrêter quelques instants, très brefs, sur quelques points sur lesquels je veux attirer votre attention. Sur la relation avec les victimes, bien sûr, avec la cellule de veille que j'ai évoquée tout à l'heure, puisque les pôles antidiscrimination travaillent bien sur l'ensemble de ces actes répréhensibles. Donc sur les victimes, voir comment, sur place, dans les ressorts, comment systématiser d'une certaine façon, en tout cas régulariser la relation avec les victimes. Ce sont des partenaires
très, très motivés et qui peuvent être efficaces dans la nécessité de sensibiliser la population au refus de ces incriminations, au refus de ces infractions, au refus donc de ce rejet de la différence. Les relations avec le défenseur des droits, et notamment avec le délégué des défenseurs des droits, ces relations sont généralement de qualité et ont déjà donné lieu à des protocoles de coopération. Il sera intéressant peut-être que ces protocoles de coopération se développent. Sur la formation des enquêteurs, je crois que là aussi, évidemment, l'École nationale de la magistrature a un rôle particulièrement important à jouer. Et sur la formation des enquêteurs, il y a lieu de mettre en valeur un certain nombre d'outils qui sont déjà à disposition. Je pense au modèle de fiche de signalement ou alors aux trames d'audition qui sont travaillées à la fois par le ministère de la Justice et par le ministère de l'Intérieur. Sur les sanctions qui sont prononcées par les tribunaux, bien entendu, c'est au juge d'apprécier la gravité de l'acte et de décider de la sanction qui correspond. Lorsque la sanction justifie un stage de citoyenneté, il est bon de prononcer cette peine d'un stage de citoyenneté. Alors, ces stages de citoyenneté peuvent être très centrés sur la lutte contre l'homophobie lorsque le nombre de cas est suffisant. Sinon, il faut les intégrer dans des stages de citoyenneté qui existent déjà, mais avec des modules spéciaux sur l'orientation sexuelle. Mais l'intérêt de ces stages de citoyenneté, vous le connaissez mieux que personne, c'est au-delà de la sanction, au-delà du fait de prononcer, de rappeler la loi, de prononcer une sanction, c'est aussi de mettre les personnes mises en cause dans une situation d'échange, de réflexion qui peut permettre de faire baisser le taux d'acceptabilité dans la société de ces infractions à la loi. Je crois qu'il faut surtout donner de la lisibilité, de la visibilité à l'action que vous conduisez. Il est peut-être bon d'envisager qu'à l'occasion des présentations de rapports d'activité, à l'occasion des audiences de rentrée, vous consacriez un paragraphe sur l'action que vous conduisez en matière de lutte contre le racisme, l'antisémitisme, la xénophobie, l'homophobie et toutes les formes de discrimination. Cela aussi, c'est une occasion, parce que la presse relaiera cette partie du compte-rendu, c'est aussi une occasion d'informer l'ensemble de la population, de participer à la sensibilisation nécessaire et de faire comprendre l'action de la justice en cette matière. Enfin, ce sont des infractions qui sont commises également à l'intérieur de nos établissements pénitentiaires. J'ai demandé à l'administration pénitentiaire de prendre toute disposition de façon à ce que les parquets soient informés lorsque des actes pareils sont commis à l'intérieur de nos établissements. Voilà, vous accomplissez un travail d'une extrême importance pour la société, pour le lien social, pour la République, parce que cette discrimination, elle fragilise le pacte social. Elles sont contraires aux valeurs de la République et elles travaillent le lien social. Il est donc important que la réponse de la justice, qui est une réponse de hauteur, qui est une réponse de rappel de valeur, que cette réponse soit visible dans la société. Il est important que tout citoyen, celui qui est susceptible d'être victime, mais celui aussi qui est susceptible de commettre ces actes, que les autres citoyens qui peuvent en être témoins sachent bien que la justice, gardienne des lois, applique rigoureusement la loi pour ne pas accepter, ne pas donner, ne pas laisser passer un message de tolérance à l'égard de ces discriminations, à l'égard de ces infractions. Je vous remercie donc très, très chaleureusement pour le travail que vous faites au quotidien. Je serai vigilante sur les moyens qu'il faut pour que vous puissiez accomplir cette mission, cette très, très belle mission, de façon à ce que nous puissions constater d'abord que vous aurez facilité l'émergence de plaintes, que vous aurez fait en sorte que des réponses pénales puissent être apportées au plus grand nombre de ces plaintes, c'est-à-dire que, notamment au niveau de l'enquête, que la formation qui aura été donnée aux enquêteurs facilite la préparation de procédures efficaces. Lorsque je dis que je serai vigilante à vous donner les moyens,
Je m'attends bien entendu très très rapidement à ce qu'on me réclame des effectifs dans nos juridictions. Je vais simplement vous informer d'une chose parce que je suis très très vigilante sur les effectifs et j'ai veillé à faire des affectations de postes ou des répartitions de postes de la façon la plus équitable et la plus efficace possible. Simplement, je dois vous informer de deux choses qui sont de vraies difficultés pour attribuer des effectifs aux juridictions. La première, c'est que nous avons près de 3% du corps qui se trouve en détachement en dehors de nos juridictions. Je suis en train de travailler sur ces détachements de façon à ce qu'ils soient vraiment utiles, c'est-à-dire que des magistrats soient détachés dans des instances ou des structures, mais qui correspondent vraiment à une utilité pour la politique globale en matière de justice. La deuxième difficulté, c'est qu'il y a eu une trop faible anticipation des besoins de remplacement sur les prochaines années. Sur le quinquennat, nous aurons au moins 1400 départs à la retraite et nous ne sommes pas actuellement en capacité de les pourvoir. Aujourd'hui, dans l'ensemble des juridictions, nous avons 358 postes qui sont là, donc attribués, mais qui sont vacants pour l'ensemble du territoire, qui sont vacants parce qu'il n'y a pas de magistrats à mettre sur ces postes-là. Voilà. Donc, je fais tous les efforts possibles. Je sais à quel point il est important que vous ne soyez pas surchargés de travail parce que sinon, cela se répercute, cela se traduit par des délais. Cela se traduit par des difficultés, cela se traduit par une perte de confiance des justiciables dans la justice. Donc, je suis très, très attentive à cela. Mais voilà, je crois qu'il est bon que vous sachiez aussi à quelles difficultés je peux être confrontée parce que cela constitue des freins à ma bonne volonté. Il demeure que je sais la mesure du travail que vous produisez, j'y suis extrêmement sensible, je le crois important, je pense vraiment que nous réussirons à le faire monter en charge et pour cela, évidemment, vous avez droit à toute l'attention de l'ensemble de la chancellerie et en particulier de votre correspondante privilégiée, à savoir Madame Lequéot, directrice des affaires criminelles et des grâces. Merci pour votre attention. Je propose que peut-être je puisse rester une dizaine de minutes. Je jette un œil sur mon équipe. Une dizaine de minutes, si vous avez prévu un retour de la salle dans un premier temps, avant que je vous les livre. Je peux vous demander la circulaire après? Oui? Pardon. C'est le privilège de la souveraineté. Voilà, parce que voilà, j'ai très très envie de vous entendre, d'entendre les premiers retours, même si je serai attentive à ce qui remontera durant ces deux jours de session, de vos questions, de vos interrogations, de vos inquiétudes et de vos propositions, bien entendu. Mais là, puisque je suis en face de vous, je veux bien entendre ceux d'entre vous qui ont quelque chose à dire. Ça commence. Madame le garde des Sceaux, vous parliez de lisibilité. Peut-être chacun en se présentant. Bernard Reynaud, procureur adjoint à Lyon. Vous parliez de lisibilité. Est-ce qu'on pourrait en avoir une sur le plan législatif? Parce que pour ce qui est de la provocation à la haine, les injures, on est sur le terrain de la loi sur la presse. Or, la loi sur la presse, elle est faite pour ne pas condamner. Il y a plein de choses trappes dans cette loi. Vous avez les problèmes de prescription. Si je prends par exemple des injures publiques à caractère racial, c'est un délai de prescription de 1 an, et le même texte pour des injures à caractère homophobe, c'est 3 mois. Vous avez l'impossibilité, là on l'a vu à travers des événements, l'impossibilité avec la loi sur la presse de faire des comparutions immédiates, l'impossibilité de faire un traitement en CPPV, pardon, en comparution. C'est un PC. Ah bon, d'accord, procès verbal. Donc, vous voyez, cette loi sur la presse, elle nous empêche de travailler avec efficience quand on est confronté à des mouvements, et tout est fait avec cette loi sur la presse pour qu'on y perde son latin, d'autant plus qu'on gère peu de procédures et que le magistrat référent en la matière n'est pas toujours disponible. Donc, ce sont les TTR qui ont les appels téléphoniques, et bien, ma foi, il y a des confusions qui ont lieu. On ne sait plus où on en est quand on a au bout du fil l'enquêteur, si c'est une prescription de 3 mois, si c'est une prescription d'1 an. En plus, il faut des qualifications développées. Bref, c'est totalement inadapté pour une réponse pénale efficiente. Alors, ma question, vous l'avez compris, est-ce qu'il y aura un projet de loi pour nous faire sortir cette problématique de la loi sur la presse?
Deux autres peut-être. Deux autres questions, s'il vous plaît, madame. Madame Haït, parquet général d'Agen. Madame la ministre, j'ai entendu la déclinaison de la circulaire et un gros travail de nos magistrats des TGI consiste à un partenariat avec l'éducation nationale. Et il y a en milieu scolaire des violences physiques sur lesquelles déjà les substituts des mineurs travaillent, mais aussi des violences morales. Et en milieu scolaire, c'est l'éveil de la sexualité. Il y a probablement peut-être c'est mon opinion. Nous avons connu avec les conduites addictives des partenariats très fructueux qui continuent maintenant pour la prévention et en tout cas, pas la répression, mais une conduite adaptée par rapport à ces comportements en milieu scolaire. Est-ce que des pistes sont déjà, je dirais, nouées avec l'éducation nationale pour soutenir, je dirais, ces partenariats? Bien sûr, les parquets peuvent les nouer spontanément, mais souvent, si la demande vient de l'éducation nationale, on peut envisager aussi là des actions avec une visibilité. C'est donc ma question, déclinaison, volet prévention milieu scolaire. Merci. Une autre question? Non, il n'y en a pas. Merci. Je commence par vous, madame. Alors, pour l'éducation nationale, les partenariats sont possibles effectivement au niveau national, mais ils sont plus efficaces lorsqu'ils sont noués sur place. Personnellement, par exemple, je vais à peu près une fois par mois, c'est un choix personnel, j'y tiens, je vais dans un établissement scolaire, généralement un lycée, mais éventuellement un collège. À cette occasion, par courtoisie, le procureur général, les deux chefs de cour sont présents, donc le procureur général et le premier président. Et côté éducation nationale, il y a toujours l'inspecteur ou l'inspectrice d'académie et le recteur ou la rectrice. Et à ces occasions-là, des relations sont nouées. Alors parfois, elles existent déjà, souvent même, elles existent déjà. Et cette circonstance est généralement un moment d'intensification. Ce qui illustre tout simplement que, aussi bien côté justice que côté éducation nationale, sur le terrain, il y a la conviction partagée qu'il faut faire des choses ensemble. Maintenant, je disais que c'est localement que les choses se nouent et se tissent de la façon la plus efficace, parce que je crois que les problématiques sont différentes. Moi, je vais dans des établissements très différents, et les centres d'intérêt sont différents, les sujets sont différents, les problématiques sont donc différentes. Je crois que les équipes pédagogiques sont tout à fait en mesure d'identifier les sujets sur lesquels ce partenariat peut porter. Alors, il y a les sujets transversaux. Vous parliez de l'éveil de l'éveil à la sexualité. C'est un sujet transversal. Et pour ce qui concerne la lutte contre l'homophobie, il est certain qu'il y a la nécessité d'aller parler à ces adolescents, de les rassurer, de les apaiser, de leur faire savoir qu'ils ne doivent pas s'emmurer dans le silence s'ils font l'objet d'agressions verbales ou physiques. Il y a ça à faire, mais d'une façon générale, je pense qu'il y a des partenariats tout à fait intéressants à nouer, en particulier dans le cadre de la lutte contre les discriminations, et à le faire au niveau de l'inspection d'académie qui est tout près de vous. Ce que je vais faire, parce que le ministre de l'Éducation nationale y est sensibilisé, il sait que je vais dans un établissement tous les mois, puisque par correction, je le fais prévenir de l'établissement dans lequel je me rends. Donc nous avons déjà fortement échangé sur ce point. Il m'a déjà signalé des recteurs et des rectrices particulièrement réceptifs au travail avec la justice. Ce que je vais voir avec lui, c'est comment peut-être passer une circulaire générale qui sensibiliserait et mobiliserait l'ensemble des représentants de l'éducation nationale pour que peut-être, éventuellement, eux fassent la démarche, prennent l'initiative d'aller vers les chefs d'établissement et les chefs de juridiction à leur niveau. Puis il faudra qu'on voit concrètement comment on mesure ça assez rapidement, qu'on ne reste pas aux intentions. Sur votre, monsieur le procureur, oui, sur la disparité. Alors, vous connaissez la sensibilité. Alors, madame la directrice m'a écrit quelque chose de certainement très savant, d'à peu près lisible,
d'à peu près lisible, parce que c'est ma difficulté avec, avec mes conseillers. Ils écrivent toujours très, très vite. On a l'impression qu'ils ont fait des formations de médecins, sauf que moi, je ne suis pas pharmacienne, donc je ne sais pas décrypter. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que vous connaissez la sensibilité sur la loi de 1881. Chaque fois qu'il a fallu changer la durée de prescription, ça a toujours donné lieu à des débats importants. Une proposition de loi, c'est une proposition de loi qui avait été déposée en 2011. Des dispositions ont été modifiées. Par exemple, vous l'avez rappelé vous-même, pour les injures racistes et antisémites. Le délai de prescription est de 1 an pour la discrimination homophobe. C'est effectivement 3 mois. Le débat, c'est toujours de savoir si on reste dans la loi de 1881 ou si on glisse dans le code pénal. Voilà. Nous devrions être en mesure de trancher prochainement parce que vous savez que j'ai mis en place un groupe de travail qui est dirigé par le procureur général Marc Robert et qui va nous faire des propositions en cette matière parce qu'il y a sans doute lieu d'harmoniser. En même temps, il y a lieu de conserver, moi je le dis très franchement, je crois qu'il faut conserver la liberté de la presse, il faut conserver l'esprit de la liberté d'expression. Simplement, il faut arriver à ajuster des réponses, des dispositions et des réponses qui ne permettent pas en tout cas que la liberté d'expression autorise ni la propagation de haine, de racisme, d'antisémitisme, de xénophobie, d'homophobie et même d'actes, l'apologie du terrorisme par exemple. Donc il nous faut arriver à trouver, ça n'est pas simple, mais il faut arriver à trouver la bonne mesure pour la liberté d'expression, mais en même temps les dispositions pour sanctionner et faire entendre aussi que l'on ne tolère pas. Donc le rapport du procureur général Marc Robert, je crois, ça devrait être pour octobre, il me semble. C'est ça? Voilà. Donc d'ici au mois d'octobre, nous devrions être en mesure d'apprécier les choses plus finement et de savoir ce que nous maintenons dans la loi de 1881, ce que nous mettons dans le code pénal et dans quelle mesure il y a lieu d'harmoniser selon les différents types d'actes et de propos discriminatoires et plus violents que ça. Merci, puisque semble-t-il il n'y a pas d'autres questions. Je vous remercie pour votre attention de ce matin. J'ai pris grand plaisir à être avec vous pour ouvrir ce regroupement de magistrats référents. Et je vous souhaite de bons travaux pour ceux d'entre vous, notamment pour ce matin, et pour ceux d'entre vous, notamment, qui suivront la formation de la session de 2 jours.